Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 6 mars. Voici les titres de ce soir. Restaurants, bars, espaces détente ou encore rooftop. Les travaux du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines vont débuter dans quelques semaines. Mais alors, à quoi va ressembler la future scène nationale? Réponse en début d'émission. Des vestiges datant du XVIIe siècle à Sartrouville. Samedi dernier, le site archéologique était ouvert au public. Une découverte insolite suite à des travaux lancés il y a 3 semaines pour la construction d'une future école. Nous nous sommes rendus sur place. Et c'est une espèce fragile en hiver. Les écureuils roux sont devenus de plus en plus rares dans nos forêts. Selon l'association yvelinoise L'écureuil roux, 70% des jeunes décèdent avant l'âge de 1 an. Alors pour les préserver, la commune de Bazoches-sur-Guyonne a mis en place des mangeoires et des panneaux de signalisation. Sans oublier l'invité du 7-8, ce soir nous serons avec une chef cuisinière yvelinoise. Virginie Legrand, cette passionnée de gastronomie, sort son 2e livre de recettes. Sucré salé, classique, revisité, plat coloré dans son ouvrage. Elle nous dévoile 10 ans d'expérience gustative. Vous connaissez le programme, bienvenue dans votre 7-8. Tout de suite, on fait le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Michael Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. On commence avec l'appel à la grève de 6 syndicats enseignants. La mobilisation devrait avoir lieu demain. Oui, et le mouvement devrait être largement suivi dans les Yvelines. Au total, une vingtaine de collèges devraient se mobiliser à Saint-Quentin en Yvelines. Parmi les revendications, le manque de moyens, mais aussi l'abandon de la réforme du choc des savoirs. Initié par Gabriel Attal, ce texte prévoit de mettre en place dès la rentrée prochaine des groupes de niveau en français et en mathématiques dans les collèges, ce que dénoncent les enseignants. En amont de la mobilisation prévue demain, un premier rassemblement était prévu cet après-midi devant la direction académique des Yvelines à Guyancourt. Régine Ralèche était sur place. Pour réussir à mettre en place les groupes de niveau, on doit supprimer des dispositifs qui existaient déjà et qui fonctionnaient bien. Et on s'inquiète également des répartitions qu'on va nous demander, des emplois du temps que ça va créer, puisque on est un petit établissement. Ce n'est pas la première fois que les enseignants yvelinois se mobilisent contre ces thématiques. Le 1er février dernier, l'intersyndicale comptait environ 57% de grévistes dans les collèges des Yvelines. Ces derniers jours, il a beaucoup plu, Michael, vous l'avez sans doute remarqué. Ces précipitations ont entraîné la montée du niveau de la Seine dans les Yvelines, notamment à Poissy. Depuis quelques jours, la Seine yvelinoise est placée en vigilance jaune crue. Autrement dit, des débordements et des dommages localisés peuvent être observés. Selon Vigicru, le site qui permet de surveiller les risques de crue, un pic a été observé ce mercredi matin à Poissy. Le niveau de la Seine était de 3,90 m en janvier 2018. Elle a déjà atteint les 5,38 m. Pour assurer la sécurité des riverains et des promeneurs, des barrières ont été placées sur les quais. Attention, il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle. Vigicru rappelle que ces crues sont habituelles pour la saison. La Seine devrait ensuite entamer sa décrue dans les prochains jours. Pas de quoi s'inquiéter alors. Non. On en parlait lundi dans les infos du jour. Un important incendie s'est déclaré samedi soir dans un immeuble à Poissy et a priori son origine serait criminelle. Oui, Mathilde, l'auteur présumé de l'incendie, s'est rendu à la police au lendemain du drame. Il s'agit d'un homme de 23 ans. Pour le moment, on ne connaît pas les motifs de son acte. Selon nos confrères de 7-8 Actu, l'homme a été interné après s'être rendu. Pour l'heure, l'enquête reste ouverte pour des faits criminels. Enfin, Michael, on termine ces infos du jour avec un chiffre, 2 millions. Il s'agit du nombre de trajets réalisés avec le service de trottinettes électriques en libre service à Saint-Quentin en Yvelines. Le service a connu un large succès depuis son lancement en 2021. Au total, 320 stations sont réparties sur toute l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et 1500 trottinettes sont mises à disposition. Pour rappel, Saint-Quentin en Yvelines est le premier territoire périurbain à avoir proposé un service de trottinettes électriques en libre service. Le but étant de favoriser la mobilité des habitants en complément des autres moyens de transport. Si vous souhaitez vous aussi louer une trottinette, rien de plus simple, il suffit d'être majeur, de télécharger l'application Tiers Mobility, puis de vous rendre à une station pour en choisir une. Eh bien, merci beaucoup, Michael Elmidoro, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une actualité ou une image qui vous fait réagir près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.
Dans quelques semaines, les travaux de réhabilitation du Théâtre national de Saint-Quentin en Yvelines vont débuter. Il s'agit de la première rénovation d'envergure pour le bâtiment qui a été construit en 1993. Restaurant, terrasse, bar, rooftop, qu'est-il prévu exactement? Le directeur a bien voulu faire une petite visite à Nicolas Dandry et Clara de Frutos. Et là, c'est l'entrée du théâtre. Donc on rentre dans le théâtre, imaginez de nouvelles marches. Juste en face de vous, vous aurez mes camarades de la billetterie. Voilà à quoi ressemblera le Théâtre national de Saint-Quentin en Yvelines à la fin de l'année 2025. Un restaurant sur la droite, un bar au milieu et un espace détente occuperont l'actuel parvis de ce cœur culturel de Saint-Quentin en Yvelines. Un agrandissement du bâtiment avec une avancée sur la place Georges Pompidou. C'était de créer une surface utile qui permette aussi d'agrandir les espaces de déambulation du théâtre et de créer les lieux de convivialité qui manquent au projet initial. Les travaux sur le parvis vont commencer à partir du mois de juin 2024. Ce sera aussi le début du chantier sur le balcon du théâtre qui fera peau neuve. La totalité des dalles va être nettoyée. On va installer tout le long de cette rambarde-là des tables, des assises, certainement des chaises longues ici. En plus des rénovations extérieures, le Théâtre national saint-quentinois va connaître une réhabilitation intérieure, notamment au sein de la grande salle. Ces 1000 fauteuils ou ces 1042 fauteuils que l'on a à l'écran ne vont pas disparaître, être jetés à la benne, mais vont être réhabilités avec des nouvelles mousses, le changement des moquettes également. Et puis il y a ces contre-marches qui sont irrégulières, qui vont être éclairées. À l'étage, les fauteuils de la petite salle seront remplacés à partir du début du mois d'avril, des fauteuils d'origine qui datent de la construction initiale en 1993. Cette réhabilitation du Théâtre national de Saint-Quentin en Yvelines sera la première de cette envergure. À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le sport prend une place de plus en plus importante dans les Yvelines. Attrape un dojo vient d'ouvrir ses portes au sein de l'école primaire Paul Langevin, un projet à l'initiative de la Fédération française de judo. L'objectif, initier la pratique des arts martiaux au plus grand nombre. C'est le reportage de Régine Ralech. Dans cette salle de l'école Paul Langevin à Trappes, des élèves de CM1 et CM2 pratiquent le judo. Un projet rendu possible grâce à la Fédération française de judo qui a investi 60 000 € pour installer ce dojo, le premier à être inauguré dans les Yvelines. Nous, à la Fédération, on a identifié les cités scolaires comme étant un lieu vraiment propice au développement des pratiques sportives et de la pratique du judo. Ici à Trappes, le projet effectivement c'est de réinvestir des lieux qui sont inoccupés ou qui sont sous-utilisés et de les transformer en dojo. Au total, le dojo peut accueillir 25 élèves. Ils s'y retrouvent tous les lundis après-midi. Il sera également mis à disposition des 4 clubs d'arts martiaux de la ville le soir. Ce sont des sports qui donnent des valeurs, qui permettent de structurer des enfants, qui leur apprennent le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre évidemment, qui leur apprennent aussi, c'est important, à gagner bien sûr, mais aussi à perdre et à accepter la défaite et à continuer à se battre pour pouvoir préparer les prochaines victoires. Donc je trouve que les arts martiaux sont particulièrement structurants dans la vie d'un enfant. C'est bien du coup qu'ils ouvrent du sport aussi à l'école, parce que pour les personnes qui n'ont pas spécialement les moyens de venir en club, ça leur montre entre guillemets comment ça se passe un petit peu dans les clubs et tout, surtout que c'est avec des enseignants du club, et c'est bien qu'ils fassent ça dans les écoles maintenant. Dans les Yvelines, 13 dojos ont d'ores et déjà été livrés, 3 autres sont en cours de chantier. Un grand sourire les enfants. Allez, grand sourire. Direction Sartrouville, à présent, les yeux des habitants ont brillé samedi dernier. Malgré le mauvais temps, les curieux ont pu se rendre sur un véritable site de fouilles archéologiques à seulement quelques pas de chez eux. En commençant les travaux d'une future école, des vestiges datant du XVIIe siècle sont sortis de terre. Léa Carme s'est rendue sur place, regardez. Malgré la pluie, ils étaient nombreux au rendez-vous pour des fouilles archéologiques ouvertes au public samedi 2 mars, au grand bonheur des Sartrouvillois qui souhaitaient en apprendre plus sur l'histoire de leur ville. Ça m'intéresse beaucoup, depuis longtemps je suis intéressée par tout ce qui est archéologie, etc. J'adore l'histoire et c'était incroyable que juste à côté de chez moi il y a un site archéologique et du coup je peux le visiter. Je suis un passionné d'archéologie et je participe en fait en bénévole sur le Vexin français. Et donc toute découverte archéologique, notamment sur ma commune, je dis là c'est un rendez-vous, il faut vraiment venir, c'est vraiment génial quoi. C'est pour les habitants, cette journée et ces fouilles sont à destination des habitants pour leur permettre de comprendre l'histoire de leur ville. Sur ce site archéologique, plusieurs vestiges ont été trouvés sur place,
un ancien moulin à vent et la maison d'un meunier datant du XVIIe siècle. Des découvertes rendues possibles par des travaux lancés en octobre 2022 pour la construction d'un futur groupe scolaire. La visite de ces fouilles archéologiques a été rendue possible par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce genre de mobilier. Les tomettes, exactement, c'est très à la mode maintenant. Ces tomettes, elles correspondent donc à un niveau de sol, c'est-à-dire qu'on les plaçait là où on a les pieds. Là, on retrouve donc le bâtiment avec différentes pièces, donc des murs, mais aussi à l'intérieur de ces pièces, on va retrouver des aménagements de type latrine, toit à cochon, et aussi du matériel qui a été abandonné, du matériel souvent qui est cassé, c'est-à-dire ça va être de la céramique, ça va être de la vaisselle du quotidien, du mobilier métallique, ça va être également du verre. Les objectifs de l'INRAP, intervenir avant un chantier pour éviter la disparition du patrimoine et proposer de la médiation au public. Quand on nous dit qu'on empêche les constructions, qu'on retarde les constructions, c'est pas tout à fait exact. On est sollicité, on vient, on va pouvoir répondre ou non, selon si on a les équipes et les spécialistes compétents. Ça fait partie de nos missions, la diffusion vers le public et vers tout le public, tout public, scolaire, empêché, grand public. On n'est pas seulement dans le domaine de la recherche scientifique. Et donc c'est pour ça qu'on essaie d'ouvrir le site en cours de fouille au public. Les voisins, les habitants des lieux aiment beaucoup découvrir leur histoire à travers nos fouilles. Ce site encadré par l'INRAP est le seul en cours de fouille dans les Yvelines et ouvert au public. Avant de quitter les lieux, les vestiges seront sauvegardés et les travaux pourront commencer. Et c'est l'heure d'ouvrir une petite page bien-être animal dans votre 7-8. L'écureuil roux est une espèce de plus en plus menacée. Son habitat diminue petit à petit, même dans les Yvelines. C'est pourquoi l'association L'écureuil roux de Montfort-l'Amaury lutte pour sa préservation. Elle vient de mettre en place un partenariat avec la fondation Brigitte Bardot qui est basée à Bazoches-sur-Guyonne. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Léa Carme. Des drôles de petites boîtes en bois ont été installées dans les arbres de Bazoches-sur-Guyonne. Ce sont des mangeoires pour favoriser le retour des écureuils roux. Ces derniers ont du mal à trouver de la nourriture, notamment en hiver. Donc les écureuils vont venir ici et c'est un support qui va leur permettre de pousser le couvercle avec leurs pattes avant et puis de prendre la nourriture qu'on aura disposée à l'intérieur. Après, ils vont pouvoir la refermer, c'est pas lourd. Et puis, il va décortiquer, peut-être ici où il va partir. Cette initiative vient du nouveau partenariat entre la Fondation Brigitte Bardot, qui depuis près de 40 ans agit en faveur des animaux, et de l'association L'écureuil roux, dédiée à la préservation de cette espèce qui est plus que jamais menacée. Environ 70% des écureuils décèdent avant l'âge de 1 an. C'est une espèce menacée, donc il faut savoir que c'est à partir du Moyen-Âge qu'on a commencé à le chasser parce qu'il était roux et qu'il s'était vu comme un animal du diable. Donc on s'est vite rendu compte qu'il déclinait à grande vitesse, donc on l'a protégé. Maintenant il est interdit d'en tenir chez soi, de le vendre ou de le chasser en France. En fait, c'est une espèce qui passe son temps dans les arbres. Ils ont besoin d'arbres pour vivre, pour nicher, pour faire des petits, pour manger, pour se nourrir. Et donc l'importance de leur habitat actuellement est mise à mal puisque aujourd'hui leur habitat disparaît. Déforestation, industrie forestière intensive, urbanisation. Donc l'écureuil roux a besoin de cet habitat. 3 mangeoires viennent ainsi d'être installés ainsi que des panneaux de signalisation pour sensibiliser les automobilistes sur la possible traversée d'écureuils roux sur la route. Et puis comme chaque mercredi, on parle de cinéma avec des réalisateurs yvelinois. Ils nous proposent de découvrir ou de redécouvrir des films qui ont été tournés dans le département. Ce soir, Gauthier Barra nous parle de Radio Star. Le bus rouge a aussi fait une escale dans 3 communes des Yvelines. Radio Star est un film qui a été tourné en 2012 par Romain Lévy avec Manu Payet, Clovis Cornillac, Pascal Demelon, et c'est un film donc qui a été tourné dans les Yvelines, à Rochefort en Yvelines, à Senlis et à Haut-Fargis également. Donc c'est l'histoire d'une radio qui s'appelle Radio Blast FM, qui n'est plus la radio numéro 1 écoutée en France.
Et alors là, la direction va décider d'une chose, c'est de prendre toute l'équipe qui doit partir en vacances et de leur faire le tour de la France pour redécouvrir et faire augmenter l'audience de la radio, l'audience qu'ils ont perdue. Et alors, dans le film, on va découvrir pas mal de soucis, des soucis amoureux, des soucis de travail, aussi la différence entre des cadres et des salariés, un peu tout ça, voilà, qui va être découvert au fur et à mesure du film. À travers Radio Star. Le film a été donc tourné dans les Yvelines, donc comme j'ai dit à Hauts-Fergis, à Senlis, à Rochefort en Yvelines. Et alors il y a eu beaucoup de scènes qui ont été tournées bien évidemment dans le car, vu que c'est un autocar qui fait toutes les villes de France. C'est d'ailleurs un petit plus, je trouve, sur le film, de redécouvrir tous les coins de France et qui nous fait découvrir justement les Yvelines en petits morceaux comme ça. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le ciel devrait rester dégagé dans les Yvelines. Le soleil sera présent sous un léger voile nuageux. Côté température, il fera un peu plus froid, 3 degrés à Rambouillet, Houdan et Versailles, 4 du côté de Versailles. Non, c'est le contraire, c'est 12. Bon, c'est pas grave. L'après-midi, le soleil sera toujours bien présent et le ciel bleu va gagner du terrain. Au niveau des températures, ça se réchauffe un peu. Il fera 13 à Mantes-la-Jolie et 12 à Houdan, Rambouillet et Versailles. Et demain, nous fêterons la Sainte Félicité. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, avec l'invité du 7-8, nous allons parler de gastronomie et de recettes. Virginie Legrand, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Alors, vous êtes chef cuisinière à domicile. Vous vous rendez chez les gens et vous cuisinez dans leur propre cuisine. Aujourd'hui, vous sortez votre deuxième livre de recettes. Il s'intitule 10 ans de création, de passion créative. Alors, première question, Virginie Legrand, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre nouveau livre ? Alors, mon univers, déjà, 108 pages, 41 recettes autour de la saisonnalité, donc sur les 4 saisons, de très beaux tableaux composés par ma photographe Camille Martine, des belles pages gourmandes et des recettes accessibles surtout qui cristallisent 10 ans de mon métier. Mais justement, 10 ans de passion créative, c'est un peu le retour de votre expérience, 10 ans d'expérience au sein de la cuisine. Ouais, c'est les recettes qui me ressemblent, c'est les recettes que j'ai construites au fur et à mesure de ces expériences et de ces rencontres dans les cuisines des particuliers. Et c'est des recettes qui ont été plébiscitées, en fait, que les gens ont adorées. Donc toujours cette tonalité sucrée-salée. Et puis, mais vraiment, je le répète, des recettes qui sont très faciles, créatives, originales, qui sortent un peu de l'ordinaire et qu'on peut faire pour surprendre les convives. La créativité, c'est votre leitmotiv ? Complètement, c'est mon leitmotiv. J'ai besoin d'être créative, j'ai cette carapace un peu artistique qui fait que j'ai besoin de me sentir libre en cuisine. Et du coup, c'est pour ça que je me permets des associations qu'on n'a pas forcément l'habitude de déguster. Et comment vous faites pour toujours trouver de l'imagination, de la créativité alors ? Je crois que c'est une gymnastique très quotidienne. Je me nourris déjà des restaurants dans lesquels je vais manger. Je regarde beaucoup ce qui se passe sur Instagram. Et après, c'est comme une sorte de fluidité, d'instinct au fur et à mesure des étals de marché que je croise et des produits que je croise. Alors, votre marque de fabrique, c'est un peu le sucré-salé. Je suppose qu'on va retrouver des recettes sucré-salées dans ce Oui, évidemment. Donc, il y a par exemple un bourguignon à l'orange, il y a un tartare de saumon à la fraise et il y a un dessert un petit peu dingue qui est une panna cotta d'avocat avec de la myrtille. Ah oui, c'est très original. Oui. Et du coup, si vous deviez choisir une seule recette en particulier, ce serait laquelle ? C'est un peu une question qui fâche. Ouais, c'est une question qui fâche. Moi, j'aime beaucoup. J'ai fait un tataki de thon à la framboise ou alors du haddock avec du fenouil. Pourquoi ce choix ? Parce que j'aime beaucoup le poisson et puis c'est très coloré. En fait, mes pages sont très colorées. C'est une obsession chez moi, la couleur. Et alors, vous prolongez l'expérience avec 12 podcasts. Pourquoi ?
Pourquoi ce choix ? Parce que depuis 18 mois, j'ai rencontré plein de gens dans mon émission et j'ai voulu en fait mettre à l'honneur leur marque, leurs produits. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion aussi d'élargir un petit peu le panel des univers et des personnalités. Et donc voilà, j'ai repris 12 produits que j'ai agrémentés à ma sauce. Et Camille a retranscrit sur les feuilles un très bel univers de chacun. Et pourquoi ce format, le podcast ? Ça vous a attiré ? Oui. J'ai toujours voulu être journaliste, en fait, avant d'être prof et avant d'être chef. Et en fait, j'adore la communion, en fait. J'adore fédérer les esprits qui sont comme moi, passionnés, curieux. Et autour d'une table, voilà, dans mon studio d'enregistrement, c'est toujours des moments d'échange, de partage et de belles synergies. Mais vous avez un parcours assez atypique puisque vous n'êtes pas rentré directement dans le milieu de la cuisine. En fait, vous avez été prof de lettres. Comment est-ce que vous êtes devenue chef cuisinière ? En fait, par un parcours un petit peu délicat, on m'a proposé quelque chose pour monter une école qui a avorté. Donc du coup, je me suis retrouvée à réfléchir sur une deuxième vie qui m'attirait déjà beaucoup. J'avais envie d'être indépendante, j'avais envie de créer mon entreprise et j'étais passionnée de cuisine. Donc je me suis dit, go, on se lance dans l'événementiel culinaire. C'était pas simplement faire la cuisine, c'était vraiment créer une expérience d'événementiel culinaire. Et tout de suite, j'ai voulu aller chez les particuliers. Je voulais pas avoir de restaurant. Donc tout était assez cadré dans ma tête, en fait. Et d'où vient cette passion pour la cuisine, alors ? Ça, c'est mon papa, Patrice, qui m'a tout donné. Aller sur les marchés, flâner sur les marchés, aller dans l'épicerie fine, cuisiner des produits frais, des produits sains, travailler les produits, régaler, même si ma maman aussi cuisine, mais ce côté raffiné. J'ai toujours aimé surprendre, j'ai toujours aimé faire plaisir, en fait. Et la cuisine, je crois que c'est le principal vecteur pour faire plaisir aux gens. Et je me suis dit, pourquoi ne pas professionnaliser cette passion ? Et du coup, ça fait 10 ans et ça marche bien. Et on sent que cuisiner avec des produits de saison, c'est très important pour vous. Oui, j'ai besoin que ça ait du sens. C'est-à-dire que là, si un client me dit aujourd'hui, j'ai envie d'une tarte aux fraises, nous sommes en mars, il attendra mi-mai ou fin mai. Et je pense que c'est aussi cette question de se renouveler en permanence, parce que si on a le choix d'avoir tout à disposition, ça casse un petit peu, je trouve, justement cette créativité. Si on veut des fraises, on attendra, on sera patient. En fait, on a trop besoin d'impatience. Donc j'ai besoin de saisonnaliser en permanence et d'attendre au fur et à mesure, de me dire, là, on est en plein dans la saison des agrumes, des choux, on a plein de choses à faire. Les petits pois arriveront bientôt, les fraises arriveront bientôt. Donc se renouveler. Et donc pour publier ce livre, vous avez lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Exact. J'en appelle à tous les gens généreux qui veulent faire partie d'une belle aventure. Ils auront le livre en précommande et effectivement on attend les fonds pour lancer l'impression. C'est primordial pour vous, cette plateforme de financement participatif ? Oui, c'était encore le collectif, en fait. Je crois que je suis assez obsédée par ça. De me dire que c'est une belle aventure avec Camille, déjà, et ensuite avec tous les gens qui font partie aussi de mon réseau depuis très, très longtemps et qui, pour l'instant, me soutiennent. On est à 92% et ça se termine dimanche. Est-ce qu'au cours de votre carrière, de votre expérience, 10 ans, vous avez rencontré des obstacles, Oui, très bien, on va parler de ça. Alors, 2 obstacles. Je n'ai pas de formation de cuisine, donc toute cette partie académique qui me manque m'a fait défaut, en tout cas, dans le jugement et le regard des autres de cette profession. Deuxièmement, je suis une femme, donc c'est assez compliqué aussi de s'imposer. Mais là encore, j'ai l'expérience de 10 ans, donc j'ai envie de vous dire, je me sens un peu invincible avec 2 livres derrière moi et un très beau parcours avec des belles rencontres. Je pense qu'on ne peut plus m'atteindre. La cuisine, c'est encore un milieu d'hommes aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Oui, c'est un milieu masculin, c'est un milieu très dogmé, c'est un milieu macho. Après, je pense qu'on me respecte parce que je travaille beaucoup, parce que ma philosophie du travail et de l'artisanat est important, et que du coup, on me respecte pour ça, même si je suis une femme avec des créoles et du rouge à lèvres. En tout cas, à vous voir, c'est encore possible de faire sa place dans le milieu de la cuisine. Mais c'est totalement possible et j'encourage toutes les femmes à le faire. Merci beaucoup Virginie Legrand d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors si vous souhaitez participer à la publication de ce livre 10 ans de passion créative, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.